il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Ces blancs moutons, et ceux de couleur, je les ai indifféremment gardés dans plusieurs endroits. Une fois ou l'autre, ils m'en donnaient bien du souci lorsque l'un d'eux franchissait la limite du package, profitant d'un trou de haie ou d'une murette effondrée. Aussitôt, tout le troupeau suivait d'un seul bloc l'indiscipliné, comme un mouton de panurge. Mais là n'est pas le sujet. À la demande de Bernot Soubiron de Barranqueu, habitant de Barranqueu, j'ai écrit la laine des moutons. Nous allons vous dire, vous montrer et vous chanter tout ce que j'ai mis au jour pendant le confinement du printemps 2020. Voici comment débutait la comptine, résumant les différentes phases du travail de la laine, chantée autrefois par les filles de l'école dans 6 ans, gestes à l'appui. La laine des moutons, c'est nous qui la tondons. La laine des moutons, c'est nous qui la tondons. Tondons, tondons, la laine des moutons. Tondons, tondons, la laine des moutons. Pendant longtemps, le prélèvement de la laine s'opéra par arrachage sur le dos des brebis, douces et patientes. Ici, depuis des décennies, ce sont les hommes munis de ciseaux spéciaux qui faisaient une première tonte à la fin de l'hiver. Ils sous-baillaient, c'est-à-dire qu'ils tondaient seulement la partie arrière des bêtes. Avant la transhumance, ils achevaient la tonte. Voilà brebis et moutons prêts à être marqués avec de la poix pour passer l'été en haute montagne. Cette peinture est-elle soluble au lavage ? Bertrand Compagnie nous rappelle ce qu'il a vécu pendant ses jeunes années. La tonte. Pour la tonte, plusieurs voisins s'entraidaient. Il fallait rassembler le nombre de tables en fonction des tondeurs. Une personne préposée amenait une bête à chaque tondeur qui nouait les 4 pattes avant de commencer la tonte. La tonte réalisée au ciseau avait lieu en 2 fois. La première, en février, sous baie, consistait à tondre la partie arrière. La deuxième, plus compliquée, avait lieu à la montée au pic, courant mai, et en fonction de la lune, papa était alors très attentif et suivait la tonte à réaliser. Il choisissait le tondeur, certains plus méticuleux que d'autres, surtout pour réaliser celle de la freda. Cette tonte spéciale consiste à laisser la laine de la tête au niveau des reins et sur les flancs, afin que la bête soit plus présentable pour la vente. Ensuite, on laissait aérer la laine avant de l'emballer dans des litesses. Nous la laverons, la laine des moutons, puis nous la laverons, la laine des moutons. Lavons, lavons, la laine des moutons, lavons, lavons, la laine des moutons. Ces toisons, il fallait les trier avant de les laver, distinguer celles des bêtes de race auroise de celles de race tarasconnaise, et aussi séparer les blanches des noires, puis les mettre à tremper dans une lessiveuse. Les femmes poussaient les brouettes contenant laine et tistaille ou brest en direction du lavoir communal. Les brestes, paniers en noisetier contenant la laine, flottaient. Là, minutieusement, elles enlevaient toutes les impuretés qui partaient au fil de l'eau courante, respirant l'odeur du suin qui se déposait sur leurs mains. Elles égouttaient la laine et renouvelaient cette opération 5 ou 6 fois jusqu'à ce que la laine soit bien propre. De retour à la maison, elles l'étalaient dans la cour sur des tôles par exemple, ou alors elles montaient à la Chénédé, prairie située au-dessus du village. Sur ce terrain communal bien exposé, elles déployaient des litesses, grandes toiles, sur lesquelles elles disposaient la laine mouillée. Et pendant des jours et des jours, elles retournaient la laine pour la faire sécher, en n'oubliant pas le soir de la mettre à l'abri. Puis nous la garderons, la laine des moutons. Puis nous la garderons, la laine des moutons. Gardons, gardons, la laine des moutons. Gardons, gardons, la laine des moutons. Le but du cardage est de réaliser une certaine parallélisation des fibres afin de faire disparaître les nœuds et les irrégularités. 2 frères matelassiers venaient depuis Escalera, hameau de la commune de Beyreda, chez nous en 6 ans. Ils installaient la cardeuse dans la cour. Les toisons de nos moutons étaient superbement transformées
en de belles nappes de laine qu'il disposait sur des toiles rayées, étalées sur la table de la cuisine. Ensuite, entrait en action cette énorme aiguille à coudre pour confectionner le matelas. Les matelas garnis de laine ont succédé aux paillasses remplies de feuilles de maïs, ou pour les bébés, de balles d'avoine. Point de couette pour couvrir les draps de lit, mais un couvre-pied lui aussi garni de laine. C'est Blaisine Darrot, à qui maman avait confié Cretonne Fleury et Hélène Cardet, qui réalisaient des couvre-pieds. La laine des rubis aux roses est une laine mérinose, de meilleure qualité que celle tarasconnaise. Et en est-il de même pour de la viande des roses serait plus goûteuse, si l'on en croit des éleveurs de race tarasconnaise, qui pour leur consommation personnelle mangent de la viande de mouton au roi. Le comportement de ces deux troupeaux aussi est différent. Les bêtes de race tarasconnaise sont plus vives et instables. Elles vont et viennent avec la rapidité d'un endroit à l'autre, alors que les auroises sont plus calmes et fidèles à leur territoire de pacage durant l'estive. Émile Rivaté. Puis nous la peignerons, la laine des moutons. Puis nous la peignerons, la laine des moutons. Peignons, peignons, la laine des moutons. Peignons, peignons, la laine des moutons. Le peignage a pour but d'éliminer les brins de laine trop courts, ainsi que des impuretés végétales qui ont échappé aux cardes, et de parfaire la parallélisation des fibres. Puis nous la filerons, la laine des moutons. Puis nous la filerons, la laine des moutons. Filons, filons, la laine des moutons. Filons, filons, la laine des moutons. Filer, c'est transformer en fil définitif la mèche cardée ou peignée, en lui faisant subir un étirage et une torsion variable selon sa destination. Les fils de laine sont constitués d'un ou de plusieurs éléments, fils simples et fils retors. Ces derniers sont réunis par une seconde torsion, donnée en sens inverse des fils composants. En 6 ans, la laine était filée sur place. Jusqu'en 1953, nous, les plus jeunes, nous avons connu 3 filatures, appelées localement mécaniques, dont une seule était en fonction. En 1844, il est fait mention de 15 usines. Le bruit incessant des machines a été à l'origine du surnom des encisannés, les trucotaules, les frappes-métiers. La laine, filée, était soit vendue au marché d'Ancizan, soit apportée aux artisans, Docteur, Saramon, les 4 vallées. Nos mères échangeaient des kilos de laine brute et lavée contre des écheveaux de laine blanche, burrelle ou grise. Elles pouvaient choisir de la laine à 2 à 3 fils. Ce troc se pratiquait aussi pour obtenir du drap qui servirait à être taillé, puis cousu et transformé en vêtements. Il me semble que cet échange se faisait à Morégeau et au marché de Lannemezan avec un dénommé sonnet. Après la fermeture de la dernière filature en 6 ans, avec la même pratique, les femmes s'approvisionnaient chez Mazière de Sarancolin, qui avait un dépôt au marché d'Arros. Le supplément de laine était vendu au kilo. Monsieur Saint-Martin, dont l'épouse tenait une maroquinerie à Auch, venait à la maison le dimanche pour acheter la laine. Il était bourrelier rue d'Alsace. Ces dernières décennies, personne n'achetait la laine de nos villages. Actuellement, un changement s'opère, puisque Thierry, berger à Ancizan, vend la laine à un marchand de Castelnaudary, à raison de 30 centimes le kilo. Ensuite, celle-ci est expédiée à Mazamet, grand centre d'industrie lainière. Celle des moutons de Jean-Louis, lui aussi berger à Ancizan, est dirigée vers l'Ariège, puis transformée en vêtements. Arnoux, lui, berger à Cadéac, vend la laine de ses brebis de race auroise à une personne de Vic en Bigorre qui l'a fait transformer. Ensuite, celle-ci crée tapis, plaids, coussins,
accessoires, mitaines, chaussons, chaussettes. Un espoir se fait sentir. À la Soulane, Sarah travaille à la revalorisation de la laine de race auroise. Engagée auprès de 12 éleveurs locaux, elle les implique dans l'optimisation de la qualité de la laine. Ce sont 4 tonnes de laine qui sont triées chaque année. Elle fait aussi le pont entre les différents transformateurs jusqu'à la fabrication du tissu. Sa tâche ne s'arrête pas là, puisqu'elle accompagne un créateur modéliste dont les patrons entreront dans la confection de vêtements, accessoires et produits de décoration. Des fileuses, nous n'en avons pas connu. Comme nous le rappelle la chanson Yalairo, la fileuse tournait son fuseau du matin au soir pour les besoins de toute une vie, du linge utile de la naissance à la mort. Atun cuenca zuriban blanc, blanc comme neve au soleil levant. Bero yalairo, qui a las du maitina o sedis me perché. Biro uzet, biro, du maitina o se biro, que cavum peien da via, la mainada que van batia. Par le passé, Ancizan était un centre lainier très important. L'agglomération d'Ancizan est dite ville. D'ailleurs, le carrefour du bois de village est toujours nommé fond de la ville. Sur son blason, 3 quenouilles indiquent l'activité de cette ville. Les villages s'emplissent du bruit cadencé, des navettes et du martelage, des battants. À la fin du XVIe siècle, Ancizan est le siège de la plus nombreuse des corporations de tisserands. C'est sur la place Sainte-Anne que se tient l'Assemblée générale de toutes celles de la vallée. En 1855, les gardes déclarent avoir plombé 3392 pièces pour la ville seule. Ancizan, capitale du tissage, en or, comptait à lui seul, fin du XVIIIe siècle, une centaine de métiers. Étaient nombreux les tisserands, fileurs, tricoteurs qui travaillent à domicile. Les marchands faisaient commerce avec l'Espagne et les villes de Gascogne et du Languedoc. La flotte anglaise adopta le tissu pour les casaques de ses matelots. Une exportation se fit vers les Indes. Le recensement de 1846 fait état de 222 ménages répartis dans 189 maisons pour un total de 976 habitants. Parmi eux, on compte un tondeur, 13 fileurs, 16 tisserands, 26 fabricants, un teinturier, un tailleur, 4 marchands et 4 négociants, soit un total de 66 personnes au minimum dont le travail est lié à la laine, sachant que, dans les familles, femmes et enfants sont mis à contribution. En 1901, 5 tisserands sont encore recensés. Des archives familiales font part d'un litige entre le maître tisserand et son apprenti. Jean, maître tisserand, a engagé un apprenti qui, en 1764, se plaint et veut faire condamner son patron à payer le service qu'il lui a rendu pendant 5 années et 10 mois à raison de 30 livres par an. En outre, 200 livres de dommages et intérêts pour ne pas lui avoir appris le métier de tisserand, sous l'offre qu'il lui fit de lui tenir à compte de la valeur d'un chapeau, de 3 chemises, d'une veste de cordeillat burel, d'un gilet de même cordeillat gris, de 2 paires culottes et 28 livres. Puis nous la tricoterons, la laine des moutons. Puis nous la tricoterons, la laine des moutons. Tricotons, tricotons, la laine des moutons. Tricotons, tricotons, la laine des moutons. Pendant mon enfance, décennie 1940, ce vocable laine venait souvent sur nos lèvres. Était présente la corbeille avec des aiguilles à tricoter, piquées dans la pelote de laine, à portée des grands-mères, qui confectionnaient des bas destinés aux femmes, tenus à mi-cuisse par un anneau élastique, ou des chaussettes pour l'hiver et des soquettes pour la mi-saison. Dans nos campagnes, ce n'était pas encore l'époque du banilon fixé par les portes jarretières. La pelote, au fur et à mesure des besoins, la tricoteuse la formait en dévidant un écheveau. Cet écheveau était tendu par les bras d'une fillette.
En l'absence de main-d'œuvre, c'est le dossier de la chaise qui faisait office de bras. Et les grands-mères, les mamans tricotaient plus les gilets pour les enfants, pour leurs maris et pour elles-mêmes. Leur mari portait à même la peau une flanelle en laine blanche, type débardeur Marcel, tricotée avec de grosses aiguilles. Cette maille lâche permettait l'évacuation de la transpiration. En absorbant la transpiration, la laine ralentit l'évaporation, évitant ainsi à la personne vêtue de laine de prendre mal. Fini les machines à tricoter, dont il en subsiste une encore dans un grenier du village d'Ancizan. Mais, au logis d'or à Guchen, une dame très âgée continue à tricoter des chaussettes avec 4 aiguilles. Sa mère a-t-elle eu connaissance de la publicité faite en 1928 pour cette marque d'aiguilles? Regardez les pointes des aiguilles à tricoter Cendrillon. Vous comprendrez pourquoi, grâce à leur forme effilée en fuseau, elles ne peuvent accrocher. Ajoutez à cela le fini de leur niquelage et vous saurez pourquoi elles seront toujours préférées. Enfin nous userons la laine des moutons. Enfin nous userons la laine des moutons. Usons, usons la laine des moutons. Usons la laine des moutons. Nous l'usions surtout pendant l'hiver et à la belle saison quand nous allions en altitude. Par exemple, les matins de transhumance en direction du pic de Liau ou de la montagne des Quatre Vésiaux. Et aussi, chaque semaine d'été lors de la visite des troupeaux. Les propriétaires portaient du sel aux bêtes. Ils se rendaient compte de l'absence de certaines d'entre elles et soignaient celles qui avaient des plaies au niveau des sabots. Ces sabots qui s'usent et qui repoussent, mais parfois s'infectent. Les vêtements de laine, ils les portaient même à raccommoder. Quelquefois, les femmes détricotaient un vêtement qui avait fait son temps. Elles faisaient des pelotes avec les parties moins usées. Ces pelotes, toujours à l'aide de bras ou de dossiers de chaise, elles les mettaient en écheveau avant de les laver. Ainsi retendue, la laine offrait un plus bel aspect une fois tricotée. Bien sûr, il fallait de nouveau la mettre en pelote. Longtemps, existaient à la vente seulement des écheveaux blancs, des écheveaux gris, des écheveaux burrelles. Mais à partir de quand, dans nos vallées, la ménagère a-t-elle pu tricoter de la couleur? En 6 ans, un mécanique faisait office de teinturerie en 1903. À quel stade la teinture était-elle effectuée? La laine était-elle teinte en bourre, en bobine, en écheveau, en pièces sous forme de tissu? En automne, lorsqu'ils accompagnaient une partie du troupeau dans la plaine, aux Pays-Bas comme ils disaient, ils portaient les habits les plus corrects. Ces bêtes étaient confiées à des paysans qui les alimenteraient et en prendraient soin pendant la mauvaise saison, moyennant une partie de la laine et la moitié des agneaux nés pendant cette période. On disait que l'on mettait les bêtes en gazaille. Ce procédé permettait de maintenir le troupeau, sinon les éleveurs auraient dû en vendre une partie en automne, les réserves de foin étant insuffisantes pour passer l'hiver. À la moitié du siècle dernier, Ancizan comptait de nombreux paysans qui avaient des troupeaux de vaches et également des troupeaux de moutons. Ils possédaient pour la plupart une grange pour les vaches, c'est-à-dire une étable, et une grange pour les brebis. Monsieur Montousset possédait 1 millier de têtes. Ces bêtes à laine, il les montait au moudon pendant l'été. De nos jours, il existe seulement 2 bergers avec un très important troupeau contre une quinzaine dans les années 50. Ces bergers du XXIe siècle, on peut les rencontrer en voiture derrière leurs bêtes, avançant guidés par leurs chiens. Maintenant, les personnes tricotent de la laine ou des fibres artificielles et synthétiques, non pas par besoin mais par plaisir. Peut-être pour avoir une activité manuelle, combattre le stress, se relaxer, vider son esprit, être fier d'avoir accompli un bel ouvrage pour certaines. Et pour d'autres, plus expérimentés et sans perdre leur concentration,
rêver en chantonnant. Peut-être le refrain de Jacques Douai? Dans la chanson de nos pères, Monsieur de Malbrouck est mort. Si c'était un pauvre air, on n'en dirait rien encore. Mais la dame à sa fenêtre, pleurant sur son triste sort, dans 1000 ans, 2000 peut-être, se désolera encore. File la laine, file les jours, car de ma peine et mon amour, livre d'images des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. Il subsiste de nombreuses chansons mettant en scène les moutons. Dans celle-ci, il s'agit de la petite bergère et de son maître. Quand j'étais petite fille, mes moutons j'allais garder. J'étais encore dans ma jeunesse, j'oubliais mon déjeuner. J'étais encore dans ma jeunesse, j'oubliais mon déjeuner. Un matin, maître se lève pour venir me l'apporter. Tenez, tenez, petite fille, voici votre déjeuner. Tenez, tenez, petite fille, voici votre déjeuner. Que voulez-vous que j'en fasse? Mes moutons sont égarés. Ils sont là-bas dans la prairie, je ne puis les retrouver. Ils sont là-bas dans la prairie, je ne puis les retrouver. Maître prit sa cornemuse et se mit à cornemuser. Au son de la musette, les moutons sont retrouvés. Au son de la musette, les moutons sont retrouvés. Ils se sont pris par la patte et se sont mis à danser. Et au milieu de cette danse, j'ai mangé mon déjeuner. Et au milieu de cette danse, j'ai mangé mon déjeuner. Celle-là fait valoir les bergers et les bergères. Les moutons dans la plaine sont en danger du loup. Et vous et moi, jolies bergères, nous sommes en danger d'amour. Nous sommes en danger d'amour. Enfin, cette dernière indique le contrat verbal pour la garde du troupeau. Mosgania pastoreto charmanto, Cambosgania per garda lu bestia, U par desclos, U debantau, Et sent excuse musukenkau, U par desclos, U debantau, Et sent excuse musukenkau. Ako kei trop pastoreto charmanto, ako kei trop per garda lu bestia, si ako kei trop per sokim kau, ken tirarei lu debantau, si ako kei trop per sokim kau, ken tirarei lu debantau. Atau bapla pastoreto charmanto, atau bapla per garda lu bestia, prelu batu, dablu bestia, beten ausum de cuiara, prelu bastum, dalu bestia, beten ausum de cuiara. Le mois de la tonte va bientôt arriver. Les hommes vont se réunir pour pratiquer ce travail, pas avec les mêmes outils qu'autrefois, mais avec la même ardeur. Ils vendront ces toisons, et là s'interrompra la chaîne à incisant. Fine les autres tâches. Lavons, cardons, peignons, filons, tissons et tricotons. À présent, dans notre vallée, particulièrement à Olon, on peut acheter des vêtements tricotés maison, faits avec de la laine, non pas de moutons, mais de chèvres élevées sur place. À partir du lait de brebis, un autre artisanat s'est fait jour dans nos villages.
Il s'agit de la fabrication du fromage. À ce propos, encore un souvenir des fillettes d'6 ans. Celles-ci se souviennent d'un temps où elles fréquentaient, les jeudis après-midi, le couvent situé au fond de la ville. Une des religieuses leur avait appris cette chanson mimée et plus ou moins dansée en vue de se produire en public. Il était une bergère, héron, héron, petit patapon. Il était une bergère qui gardait ses moutons, qui gardait ses moutons. Le chat qui la regarde, héron, héron, petit patapon. Le chat qui la regarde, d'un petit air fripon, d'un petit air fripon. Si tu y mets la patte, héron, héron, petit patapon. Si tu y mets la patte, tu auras du bâton, tu auras du bâton. Il n'y mit pas la patte, héron, héron, petit patapon. Il n'y mit pas la patte, mais il y mit le menton, mais il y mit le menton. La bergère en colère, héron, héron, petit patapon. La bergère en colère lui donna du bâton, lui donna du bâton. Elle en fut à son père, héron, héron, petit patapon. Elle en fut à son père, lui demandait pardon, lui demandait pardon. À la belle saison, nous marcherons dans les alpages et nous entendrons les sonnailles des troupeaux. Trucs, talaquettes, esquerres, esquerrettes. À la belle saison, nous verrons peut-être les brebis, les agneaux et les moutons se déplaçant en formant de beaux graphismes. À la belle saison aussi, nous rencontrerons les bergers sans âge, nommés ainsi par Jean-Pierre d'Araspe, qui nous diront qu'ici, quand il fait chaud, on entend la chanson du joueur de pipeau. Ce n'est pas un mauvais garçon, un peu fleur bleue, un peu poète. Mais un jour il s'est mis en tête de vouloir vivre à sa façon. Depuis ce jour, à la grand-messe, personne ne l'a jamais revu. Il paraît qu'il est parti de chez lui, sans laisser d'adresse. Il habite là-haut, perdu dans la montagne. Le soir quand il fait beau, un grand chien l'accompagne. De prairie en ruisseau, le joueur de pipeau. Et puis de temps en temps, redescend au village. Il connaît les enfants et les bergers s'entendent. Tout au fond du vico, pour un verre de blanc, il joue sur son pipeau. La mélodie du vent. Il habite là-haut à toucher les étoiles. Le soleil si beau quand la brume le voile. C'est son plus beau cadeau aux joueurs de pipeau. Et puis de temps en temps, lorsque les cloches arrivent, ranimer le printemps près des cascades vives, les yeux sur l'horizon, écoute les oiseaux, il écrit leur chanson. Le joueur de pipeau. On l'enterrera là près des sommets immenses. Personne ne viendra pour troubler le silence.